bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'ai failli ne pas arriver. Mon avion a été retardé. Je viens juste d'arriver, donc je suis vraiment 2 jours plus tard pour venir de Boston. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, et merci pour l'invitation de la part du comité organisateur. Ça me fait toujours plaisir de venir présenter ici au Québec et sur la pleine conscience et encore plus auprès des gens dans le milieu de l'éducation, parce que c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de pleine conscience, de compassion et de cognition, de fonctionnement cognitif et psychologique aussi, et comment on peut utiliser ces concepts en éducation. Donc, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, je suis neuropsychologue pour enfants et psychologue et chercheur dans le domaine, mais en fait, je suis là pour vous apporter les données scientifiques sur le sujet et voir avec vous comment on peut utiliser ces données pour améliorer ou contribuer à nos méthodes pédagogiques. Donc, avant de commencer, juste les déclarations. Comme on l'a déjà dit, je suis subventionnée par le NIH et par différents fonds de recherche et mon salaire provient uniquement de l'Université Harvard et du CHA, donc je ne suis pas payée par les subventions de recherche pour les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Et le Mandalab est le laboratoire que j'avais jusqu'à maintenant à l'Université Laval. Je suis en train de voir si je transfère ou je le maintiens. Mandalab pour le Mindfulness and Attention Lab, parce que mes travaux portent sur le mindfulness et l'attention. Donc, les objectifs aujourd'hui, je vais d'abord introduire les concepts de pleine conscience, de compassion et de mind wandering ou de vagabondage de l'esprit. Je vais essayer de dire vagabondage de l'esprit, mais pardonnez-moi si je dis mind wandering. Est-ce que le son est correct derrière? Parce que d'ici, c'est OK. Merci. Faites-moi signe si ça ne va pas. Et donc, je vais aussi parler de l'entraînement de la pleine conscience et de ses effets sur le cerveau, sur la cognition et sur différentes variables psychologiques. On va parler aussi brièvement des mécanismes d'action, donc pourquoi ça fonctionne, et ensuite, pourquoi et comment intégrer l'entraînement aux habiletés de pleine conscience dans le cursus scolaire. On a une période de questions qui est prévue à la fin. Mais je vais seulement vous dire que moi, je peux rester plus longtemps après et on est là pour le dîner. Donc, si vous voulez discuter de choses plus spécifiques à votre milieu, ça va vraiment me faire plaisir d'échanger avec vous après. Donc, si on n'a pas le temps d'aborder tout pendant la présentation, on pourra en parler par la suite. Donc, pleine conscience et compassion, on entend beaucoup parler de pleine conscience, de mindfulness ces années-ci, ces temps-ci. Compassion un petit peu aussi, un petit peu moins que pleine conscience. Mais je voulais d'abord juste réviser la définition ou ces concepts-là pour être sûr qu'on est bien sur la même page et que... pas sur la même page, ça se dit pas en français, mais qu'on est d'accord avec, qu'on s'entend bien sur les concepts, parce que c'est un peu différent, je dirais, selon les auteurs et différentes approches. Donc, quand je vais parler de pleine conscience ou de mindfulness, je vais parler de l'habilité psychologique, l'habilité mentale que chaque individu a. Donc, c'est un état de conscience. Donc, être pleinement conscient, c'est d'être capable de porter son attention, donc d'être capable de volontairement amener notre attention sur un objet qui est dans le moment présent, donc pas sur une pensée d'un événement antérieur ou futur, mais vraiment de porter notre attention volontairement sur le moment présent, sans juger. Le mot jugement, je trouve qu'il n'est pas nécessairement le plus adapté en français, mais ça veut simplement dire de ne pas
qualifier, de ne pas étiqueter, juste de voir ce qui est présent actuellement sans vouloir le changer et sans nécessairement y associer une connotation positive ou négative. OK? Et moment après moment. Donc, c'est ce qui est difficile, donc, parce que l'expérience du moment présent va changer d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre. Donc, de volontairement rester concentré sur l'expérience qui est présente. Cette expérience-là peut être physique, peut être émotionnelle, elle peut être au niveau des pensées. Donc, tout ce qu'on perçoit comme stimulus ou ce qu'on ressent comme émotion, donc de porter notre attention maintenant. C'est le contraire, en fait, du pilote automatique, dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure. C'est la définition traditionnelle, habituelle de John Kabat-Zinn, qui est un auteur principal de ce domaine-là. Quelques principes de base pour préciser. Donc, la centration de l'attention, elle est volontaire. Ça, c'est vraiment important ici. C'est parce que par rapport au mind wandering, au vagabondage de l'esprit qui est moins volontaire, ici, c'est on fait l'effort de concentrer notre attention. Et dans les pratiques de pleine conscience, on va utiliser la respiration ou des données sensorielles pour focusser notre attention sur quelque chose, donc pour ancrer notre attention. Il y a le principe de decentering qui est vraiment de comprendre avec la pratique que les pensées qui nous habitent, les émotions que l'on ressent, ce sont en fait des créations cognitives. C'est pas moi. Mes pensées, ça ne me définit pas. C'est un produit de mon esprit, de mon cerveau, mais c'est pas moi. Je peux avoir une pensée anxieuse, mais ça ne fait pas de moi nécessairement « je suis anxieuse ». Okay? Donc, j'ai une pensée anxieuse, ça ne me définit pas. C'est un peu le but de la pratique, de créer cet espace, de décentrer, de comprendre qu'on est le témoin derrière tout ça, et non pas, c'est pas notre identité, les pensées et les émotions. Donc, avec la pratique, c'est ce qu'on développe, l'habilité à se décentrer des pensées. Le jugement, j'en ai parlé. Et ce qui est important ici, c'est l'attitude de bienveillance, de compassion envers soi et les autres. Parce que si vous avez déjà essayé de méditer, c'est difficile. On fait juste lire un livre vendredi soir pour relaxer. Après un paragraphe, on oublie ce qu'on est en train de lire parce qu'on est déjà en train de faire la liste d'épicerie. Et là, on va se taper sur la tête en disant « Mais voyons, je n'en ai pas concentré. » Donc, cette attitude-là, c'est elle qu'on veut travailler devant la difficulté de la pratique. C'est simple, méditer, mais ce n'est pas facile. C'est simple parce que c'est simplement de retourner à notre respiration, mais c'est, je pense, une des choses les plus difficiles qu'on puisse faire. Donc, développer cette attitude de bienveillance, parce qu'on ne veut pas développer l'autocritique, ce n'est pas le but ici. Et donc, le but, c'est pas de rester sur un coussin de méditation pendant 5 heures ou 3 mois. C'est une façon de pratiquer. Mais le but, c'est que le coussin devienne un laboratoire pour explorer notre quotidien. Moi, je dis toujours à mes étudiants, je vais sur mon coussin pour voir comment je vais aujourd'hui. Tu sais, je vais aller faire un petit check-in, je vais aller voir comment je suis. J'ai des tensions, j'ai des émotions, j'ai des pensées. Ah, tiens, toi, je te reconnais, tu étais là hier, tu étais là avant-hier, tu étais là la semaine passée, tu es pas mal présente ces temps-ci. OK, donc, on finit par voir des patterns aussi. Mais sans analyser, c'est le défi. Comme psychologue, c'est personnellement mon plus grand défi quand je médite de ne pas me mettre à analyser les pensées que j'observe. Donc, le but, c'est d'explorer par ce laboratoire-là, de se familiariser avec notre esprit, avec nous-mêmes, parce que méditation, c'est ce que ça veut dire en sanskrit, se familiariser avec notre esprit, de transférer ces habiletés dans la vie quotidienne. Parce qu'on ne veut pas être pleinement conscient 10 minutes par jour. Notre but, c'est qu'on veut étirer cet espace-là de temps
et développer un trait de pleine conscience. On a des traits d'anxiété, des traits de personnalité. On a aussi un trait de pleine conscience. Et en le pratiquant dans des états de pleine conscience sur un coussin de méditation, par exemple, on va augmenter ou développer le trait de pleine conscience. L'origine de la pleine conscience, pas l'origine de la pleine conscience, mais l'origine de ces concepts, ça vient des traditions orientales, spirituelles et philosophiques, notamment bouddhistes. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment une approche qui a été sécularisée, qui est depuis 20-30 ans enseignée partout sur la planète et sans connotation religieuse ou culturelle. Mais donc, quand je vais parler de méditation, vous savez, il y a plusieurs traditions. Il y a la méditation zen, il y a la méditation transcendantale, la méditation bouddhiste. Donc, méditation peut référer à plusieurs types de pratiques de méditation. Mais ici, je vais parler plus de la méditation mindfulness ou de la méditation pleine conscience, qui consiste à simplement observer ce qui est présent, okay, sans vouloir le modifier. Dans certaines pratiques, on va focusser sur la respiration, puis on va essayer de la ralentir ou de l'augmenter. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On veut juste observer comme un témoin ce qui est présent. Rapidement, pour la compassion, je vais juste faire le parallèle avec l'empathie. Je pense que Myriam a parlé d'empathie un petit peu. Dans la littérature sur le mindfulness, on va différencier les deux. Okay? La compassion, c'est c'est une habileté aussi, c'est une compétence, c'est le souhait d'alléger la souffrance d'autrui. C'est pas de poser un geste pour l'alléger, c'est le souhait, le désir que l'autre ne souffre plus ou souffre moins. C'est différent de l'empathie. L'empathie est la capacité de raisonner avec l'autre, de décoder, de saisir ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit en ce moment. Ça peut générer de la compassion, ça peut générer le désir d'alléger la souffrance de l'autre. Ça peut aussi entraîner une certaine détresse psychologique chez les cliniciens. C'est un phénomène qu'on étudie en psychologie. On parle de fatigue empathique en clinique. Et juste parenthèse, on pense qu'entraîner la compassion chez les étudiants de psychologie, de médecine, de services sociaux, de relations d'aide en général, pourrait les protéger de la fatigue empathique ou de burn-out plus tard. C'est ce qu'on fait à Harvard avec les étudiants à la faculté de médecine. Ils sont tous entraînés à la pratique de pleine conscience dès qu'ils arrivent à la faculté. Et on tente de les supporter à ce niveau-là. On pourra en reparler plus tard. Donc, il y a quand même des différences conceptuelles entre compassion et empathie qui ne sont peut-être pas essentielles à aborder aujourd'hui, mais je voulais juste clarifier. Donc, la compassion, on peut avoir de la compassion pour autrui. Donc, si je vois que tu as des larmes qui coulent, ben, je vais comprendre que tu es triste, puis je peux souhaiter que tu sois plus triste. Donc, c'est vraiment le désir de voir cette souffrance-là diminuer. Et la compassion peut être pour soi aussi, parce qu'on dit qu'elle va être incomplète si elle ne nous inclut pas. Donc, mais ça, c'est un gros défi. La compassion pour soi, étrangement, on n'est pas très... on n'a pas pratiqué ça beaucoup dans notre culture. Fait qu'aujourd'hui, je vais parler de compassion pour soi et compassion pour autrui. Donc, pourquoi s'intéresser à la pleine conscience et à la compassion? En général, en recherche, en clinique, en psychologie et aujourd'hui en éducation. Parce que ça peut nous sembler assez loin de notre quotidien. Quoique je parlais de fatigue empathique et de burn-out, d'épuisement professionnel chez les psychologues et chez les cliniciens, je pense que c'est un phénomène très, très, très répandu en éducation aussi. Donc, c'est une raison pour laquelle je pense que ça peut être très utile d'aborder ces sujets-là avec les enseignants.
Est-ce que parfois, peut-être que non, mais moi ça m'arrive souvent, d'avoir l'impression d'être sur le pilote automatique? Par exemple, conduire l'auto, pas prendre l'avion, conduire l'auto, Québec-Montréal, le soir, à la pluie, il fait noir. À un moment donné, dire « Oups, hey, j'étais où? » J'espère que ça ne dure pas plus que quelques secondes, mais ça nous arrive. Mais l'auto a continué, on a continué à conduire, on était vraiment sur le pilote automatique. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Est-ce que parfois vous vous surprenez à dire, ben voyons, je suis en train de ruminer une chicane que j'ai eue hier avec quelqu'un, puis pas trop se rendre compte qu'on était en train de ruminer ça, puis à un moment donné réaliser que, voyons, j'étais en train de... L'hamster tourne et puis je m'en rendais pas vraiment compte. Finalement, c'est comme pas volontaire, mais je virais dans mes affaires. OK? Ça vous arrive parfois. Vivre de l'anxiété, avoir peur de ce qui peut arriver dans le futur. Celle-là est fréquente. Lorsqu'il y a un silence dans une conversation, dans une situation, une pause, on a de la misère avec le silence. Hein? Là, on va prendre le ciel, puis je ne sais pas ce qu'on fait là. C'est probablement pas très important, mais on va ouvrir les mails, on va ouvrir les messages, on va vérifier. On a mis les notifications, on est supposé avoir une pastille. Si on en a, mais on va quand même vérifier si on en a. On va aller ouvrir Facebook, Instagram, on va tout faire notre série. Puis là, quand on va avoir fini, on va regarder si le silence est terminé. Hein? Et là, sinon, on va probablement se trouver quelque chose d'autre à faire, ou un petit jeu, Candy Crush. Donc, ça vous arrive pas? OK. Est-ce qu'on fait ça volontairement? Est-ce qu'il y a un but? Peut-être que oui. Si je travaille, là, il faut que j'aille voir si la gardienne m'a envoyé le message. Il y a des bonnes raisons pour faire ça. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas utile. Mais si vous observez votre comportement, est-ce que ce l'est toujours? Est-ce que ce n'est pas une fuite du moment présent? Qu'est-ce qui nous rend inconfortable dans les silences? Si on essayait la prochaine fois de ne pas le prendre le cellulaire, puis de juste aller voir qu'est-ce qui se passe au plan des émotions ou au plan physique, puis essayer de rester dans cette émotion-là, qui ne va pas s'en aller si on prend le ciel. Là. C'est pas vrai que ça chasse les émotions, c'est juste qu'on s'engourdit pendant quelques secondes, quelques minutes. Est-ce qu'on est vraiment incapable de les tolérer? Il faut voir. Avoir l'impression d'écouter d'une seule oreille quand quelqu'un vous parle. Il est 4h30, les enfants arrivent de l'école, sont super excités, on a encore notre journée dans la tête, on fait le souper, les devoirs. Des fois, moi, ça m'arrivait quand ma fille était petite de ne pas toujours avoir 100% d'attention sur elle, puis des fois de dire « oui ». C'est dommage parce que ce moment-là ne va jamais repasser, mais ça arrive des fois où on n'est pas volontairement dans le moment. Entendre une petite voix critique qui vous dit que vous n'êtes pas assez, tu vas échouer, tu vas finir par perdre ton micro parce qu'il ne tient pas après les oreilles. Cette petite voix critique qui est souvent là, puis qu'on ne contrôle pas non plus, c'est pas volontaire qu'on se met à se taper dessus. Hein? Puis des fois, ça dure longtemps avant de se rendre compte qu'on est en train de se parler pas mal durement. Avez-vous remarqué aussi que le contenu de cette voix-là n'est pas très compatissant habituellement? Est-ce que vous parleriez comme ça à votre ami? À quelqu'un que vous connaissez à peine? Je ne vous connais pas, puis je pense que je ne vous parlerai jamais comme je me parle des fois. Elle est très, très critique, cette voix-là. Puis elle n'est pas volontaire non plus. Donc, pourquoi je parle de tout ça? C'est que c'est ce fameux mind wandering ou le vagabondage de l'esprit. Donc, juste référer à l'image qui est là, vous voyez la personne marche avec son chien, vous voyez le paysage devant, la personne, elle, voilà ce qu'elle a dans sa tête. Hein, la liste d'épicerie et tout le truc. Dans sa tête, il n'y a pas les stimuli qui sont vraiment présents dans l'expérience du moment présent. Le chien, lui, oui. On pense.
Puis on se dit souvent, j'aimerais donc ça être un chat, être un chien. Non. Je pense qu'on aime mieux des humains avec la conscience qu'on a, mais notre esprit est souvent plein au lieu d'être pleinement présent. OK? Et pourquoi? Parce que les études ont démontré que 50% du temps, à peu près, du temps éveillé, OK? Donc, si je suis 16 heures par jour éveillée, 8 heures, pendant 8 heures, je ne vais pas être dans le présent. Je vais être ailleurs, dans mon passé, dans mon futur, en train de planifier des choses. Et ce ne sera pas volontaire. Planifier volontairement, c'est correct. Mais se rendre compte qu'on est ailleurs, alors que ce n'était pas prévu, qu'il n'y a pas de but pour ça, ce n'est pas volontaire. La moitié de notre vie, on n'est pas dans notre vie, pendant la moitié de notre vie. Donc, et pourquoi je parle de ça, et je vais beaucoup parler de mind wandering aujourd'hui, parce que c'est relié clairement, ça c'est les données scientifiques sont claires, c'est relié à une augmentation du stress. C'est une des causes premières. Et rumination négative. Parce qu'on est ainsi fait, quand on se met à vagabonder dans notre esprit, il y a un biais, c'est négatif. Notre cerveau cherche les dangers, cherche les catastrophes, et c'est génétiquement programmé. On cherche les dangers, on devient hyper vigilant par biais. Donc, on va plus ruminer. Et quand on réduit le vagabondage de l'esprit, c'est corrélé à un plus grand bien-être et à une meilleure qualité des relations interpersonnelles aussi. Donc, plus on a de vagabondage de l'esprit, plus on a d'anxiété et de dépression chez les enfants et chez les adultes aussi. Et plus on réussit à réduire ce mind wandering, bien, plus on va être heureux et plus on va avoir un bien-être et une santé relationnelle. Comment ça fonctionne? Donc, ça va jusque-là. On comprend que le but de cette littérature et le but de nos travaux de recherche, c'est de trouver des façons de réduire le vagabondage de l'esprit pour améliorer la qualité de vie, la santé psychologique et physique des gens. La pleine conscience et la méditation pleine conscience est une façon de réduire le mind wandering. Donc, pourquoi? Puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dans ces programmes d'entraînement, la pleine conscience, on va utiliser, entre autres, la méditation. On peut utiliser le yoga, la marche méditative, des activités informelles, je vais vous en parler plus tard, mais on va utiliser la concentration sur un objet, prenons la respiration. Donc, si je vous invite, seulement si vous voulez, à vous asseoir confortablement, juste une minute, vraiment pas long, on n'a pas beaucoup le temps, mais vous pourrez le faire plus longuement après, et à fermer vos yeux et à juste vous installer confortablement. S'il y a quelque chose qui pique, installez-vous vraiment confortablement pour ne pas être dérangé pendant ce moment-là. Sentez bien votre corps, les pieds sur le sol, le dos sur la chaise. Sentez bien votre corps. Puis maintenant, essayez de trouver dans votre corps où se trouve la sensation physique de votre respiration. Où est-ce dans votre corps que vous pouvez sentir le mouvement de respiration? Est-ce que c'est votre ventre qui fait un mouvement de vague? Est-ce que c'est l'air chaud que vous allez sentir sur votre lèvre supérieure? Essayez de trouver cet endroit où vous sentez physiquement le mouvement de la respiration. Lorsque vous l'aurez trouvé, si c'est difficile, vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre. Amenez votre attention sur cet endroit. Et tout simplement, vous essayez de rien changer, seulement concentrez votre attention sur ce mouvement et sur cette sensation le plus longtemps possible. Donc, vraiment, concentrez-vous sur la sensation physique.
Ça se peut que vous constatiez que vous êtes distrait, que vous vous mettez à penser à autre chose. Donc, tout simplement, quand vous allez percevoir que vous êtes distrait, sans critiquer, juste ramener votre attention sur la sensation physique. Amenez votre attention sur vos pensées. Maintenant, juste allez voir qu'est-ce qui est présent dans votre esprit en ce moment. Sans les attirer, sans les agripper, juste observer quelles sont les pensées qui sont là maintenant. Puis laissez-les passer. Juste les voir, les reconnaître. Ensuite, quand vous êtes prêt, allez au niveau des émotions. Comment vous vous sentez en ce moment? C'est quoi les émotions qui vous habitent en ce moment? Encore ici, juste les reconnaître. Si c'est difficile, vous pouvez un petit peu les nommer. Leur mettre une petite étiquette, mais ne pas trop les agripper non plus. Comme un nuage, les laisser passer. Puis observer que tout passe finalement, si on n'agrippe pas. Et maintenant, vous pourrez revenir à la sensation de respiration dans votre corps. En essayant d'élargir, d'étendre cette sensation-là à tout votre corps, comme si cette respiration prenait tout l'espace de votre corps. On peut même imaginer que tout notre corps inspire l'air à l'intérieur de nous et quand on expire, que l'expiration se fait de partout dans le corps. Si vous êtes distrait, tranquillement ramenez le focus attentionnel sur votre respiration. Gentiment. Puis quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux en essayant de rester dans cet état que vous avez pratiqué pendant quelques minutes. Donc, essayez de voir si vous percevez, est-ce que vous vous sentez différemment d'avant? C'est quoi votre expérience aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez mieux, plus stressé, plus détendu? C'est simplement ça, le processus de méditation pleine conscience. À la base, c'est uniquement ça, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait cette pratique-là de 2 minutes, 3 minutes? On va d'abord choisir un objet qui est la concentration sur la respiration. OK? Juste un petit mot. Parfois, après une méditation, on peut se sentir fatigué, comme si « Hey, ça me brûle, moi, méditer, c'est pas pour moi. » Probablement que vous l'étiez déjà avant, mais vous n'en étiez pas conscient. Vous êtes allé voir dans votre corps, dans vos émotions, dans vos pensées. La méditation n'a pas créé cet état-là. Ça, c'est super important de comprendre. La méditation vous a permis d'être conscient de ce qui vous habitait. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Peut-être qu'il faut se reposer. Peut-être qu'il faut une petite pause. On peut sentir des tensions aussi dans le corps. Quand on fait des migraines, c'est bien de les sentir à l'avance, on peut les prévenir. Donc, c'est très utile au quotidien. Mais donc, ça n'a pas créé cet état-là, mais ça vous a fait réaliser ce que vous ressentiez. Parfois, ça peut être de l'anxiété aussi. Ça peut être assez stressant de méditer. Donc, quand c'est trop difficile, juste réduire un petit peu puis tranquillement arrêter. Le but, c'est vraiment pas de se martyriser et c'est pas un gym.
Donc, on y va doucement et avec self-compassion. Donc, vous vous êtes concentré sur votre respiration. OK? Et donc, vous vous êtes probablement, ensuite, vous avez peut-être observé une distraction. Et donc, il y a des réseaux neurologiques qui sont associés à chacun de ces états-là. Donc, quand vous étiez distrait, le réseau, le circuit par défaut a été activé dans votre cerveau. Ensuite, vous avez réalisé la distraction et votre système de salience, donc le cortex préfrontal, a vraiment détecté que vous étiez distrait. Puis ensuite, vous avez un réseau préfrontal qui a réorienté votre attention sur votre respiration et votre attention soutenue s'est maintenue pendant un certain temps ensuite. Et le cycle s'est répété. Donc, il y a des réseaux neurologiques associés à chacun. J'ai un autre diapo pour vous l'illustrer ici. C'est le modèle de Malinowski. Ceux qui sont intéressés, je pourrais vous fournir la référence, qui associe en fait les processus cognitifs et les réseaux neurologiques. Donc, au début, vous avez un focus sur votre objet et qui va activer donc l'attention soutenue et le système d'alerte qui sont bien définis ici. On ne les voit pas en détail dans le graphe, mais dans l'article, vous allez pouvoir avoir tout ça. Ensuite, là, la distraction et le mind wandering et le circuit par défaut qui est activé. Quand vous prenez conscience que vous êtes distrait, des fois ça peut prendre 30 secondes, des fois ça peut prendre 15, 20 minutes, mais votre réseau de salience, à un moment donné, va prendre conscience que vous êtes distrait. Et vous allez vous dégager. Donc, il y a un désengagement de l'attention volontaire. Vous arrêtez de focusser sur cette distraction et vous ramenez ensuite, par l'orientation de l'attention, votre attention sur la respiration. Et donc, ce sont des réseaux qui sont distincts au plan cérébral et des fonctions cognitives qui sont distinctes aussi dans l'architecture cognitive. Donc, le fait de méditer va activer ces processus cognitifs, va activer ces réseaux neurologiques. Et l'hypothèse actuelle en 2022, c'est qu'en répétant ce cycle le plus souvent possible, on va entraîner les réseaux cognitifs et les réseaux neurologiques de notre cerveau. Par la neuroplasticité, entre autres, on va créer des nouvelles synapses et on va augmenter le volume même de ces régions-là. Donc, c'est un entraînement attentionnel. Moi, je l'aborde comme une remédiation cognitive de l'attention et des fonctions exécutives. C'est le sujet de mes travaux de recherche, mais c'est ce que les modèles prétendent. OK? Donc, comment on entraîne la pleine conscience? En général, on va avoir des programmes, OK, qui sont administrés en groupe. Quelquefois en individuel, moi je le fais en clinique en individuel, mais en général, la recherche porte sur des groupes. Donc, c'est une thérapie de groupe, ou pas thérapeutique, ça dépend des projets, mais des programmes, mais individuels ou en groupe. Habituellement, 8 semaines. Pourquoi 8 semaines? Il n'y a pas de raison théorique ou biologique, c'est qu'en général, c'est ce qui a été fait. Et comme les gens veulent répliquer les études, bien, tout le monde s'est mis à faire des programmes de 8 semaines, mais il n'y a pas de raison spécifique à 8 semaines. C'est probablement des raisons de faisabilité aussi, tout ça. Mais c'est quand même étonnant qu'après seulement 8 semaines, on a des effets dont je vais vous parler. Moi, c'est quelque chose que je trouve impressionnant. Et donc, 2h30 par semaine en groupe, on va avoir une rencontre. Donc, vous venez en groupe avec un enseignant ou une enseignante de pleine conscience et on va faire des pratiques, des psychoéducations. Il y a un thème à chaque semaine. C'est assez proche de la thérapie cognitive comportementale en termes de structure et de manuel. Et on va avoir une pratique personnelle, à peu près 45 minutes par jour. Là, ça semble beaucoup. Vous êtes là, j'ai jamais 45 minutes par jour dans ma vie pour méditer, mais ça inclut la pratique informelle dont je vais vous parler aussi. Et un journal de bord habituellement pour prendre des notes.
Donc, on va avoir comme activité comment on développe cette pleine conscience. On a fait de la méditation, mais on peut faire la méditation par le mouvement aussi. Donc, dans ça, on va intégrer le yoga, le tai chi, le qigong, différentes traditions de ce type-là. Et c'est pas tout ce qui est physique. Est-ce que je peux jogger en pleine conscience? On me pose souvent la question. Moi, je pense que oui. Mais c'est un état d'esprit. Fait qu'il n'y a pas une activité qui est typiquement en pleine conscience et l'autre qui ne l'est pas. C'est comment tu la fais. Tu peux faire la vaisselle en pleine conscience, là. Mais est-ce que, ici, dans la recherche, on parle plus d'activités par le mouvement, on réfère plus au yoga, tai chi, parce que ce sont des activités qui ont pour but l'union du corps et de l'esprit, donc qui ont pour but depuis des millénaires là, de développer cette habileté de pleine conscience. Pratique informelle aussi, donc si j'ai pas besoin d'ajouter du temps dans mon horaire, je peux juste décider de faire les choses en pleine conscience. Quand je marche, quand je mange, on mange 3 fois par jour, on peut décider de regarder notre cellulaire quand on mange ou on peut décider de manger et de goûter ce qu'on mange et d'être présent à cette activité-là. D'ailleurs, c'est une activité qui est incluse dans les programmes pour troubles alimentaires, qui est très utile, ceux qui s'intéressent à ça. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Se brosser les dents. Donc, tout ce qu'on fait dans une journée, dans le fond, peut être fait en pleine conscience. Il suffit juste d'être présent volontairement, amener notre attention sur ce qu'on fait, au lieu d'aller ailleurs dans notre tête. Ça peut se faire seul ou en groupe, 8 à 12 semaines, pratique quotidienne, je l'ai déjà dit. Les effets connus, on en a sur différents facteurs, physiques et psychologiques, anxiété, dépression, stress. Il y a des études qui démontrent la réduction du cortisol après un programme de 8 semaines, qui est l'hormone du stress. Diminution de l'hypertension, à peu près 10 points sur le chiffre d'en haut, j'ai oublié si c'est systolique ou l'autre. Mais tu sais, quand on a le 140, qui est la limite d'hypertension, maintenant, je ne sais pas si au Québec, les médecins vont recommander ça, mais dans la région de Boston et aux États-Unis, maintenant, les médecins de famille, c'est leur première recommandation de pratiquer la pleine conscience pour contrôler l'hypertension avant d'instaurer une médication. On travaille entre autres avec tous les groupes de médecine familiale, on appelle les primary care à Boston, et on forme les médecins pour transférer ces connaissances-là et amener les programmes de thérapie dans les groupes de médecine familiale aussi. Donc, les patients sont référés quand ils ont de l'hypertension, diabète, anxiété, dépression, TDAH, d'abord à un groupe de thérapie de pleine conscience, si c'est une pathologie qui répond bien. Et ensuite, on va avoir une ligne clinique qui va être différente, mais c'est vraiment tranquillement intégré dans la pratique clinique. Les effets neurologiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont bien connus aussi. On sait que les ondes dont je vous ai parlé tout à l'heure, cérébrales, deviennent plus actives et plus volumineuses chez le méditant, peu importe l'âge. Moins d'efforts pour contrôler l'attention, donc plus on va méditer, plus ça va être facile de contrôler notre attention. Et un débutant peut développer une plus grande activation cérébrale après seulement quelques mois. Ça paraît long quand on essaie de méditer, on dirait quelques mois, ça va être long avant de voir des effets parce qu'on est ainsi fait, on veut un résultat tout de suite. Mais les psychothérapies, les autres interventions ne sont pas nécessairement plus rapides. C'est quand même bien de pouvoir voir des effets neurologiques après seulement 2-3 mois. Ce que je trouve important de souligner, c'est qu'il y a aussi une modification dans les régions impliquées dans les réponses empathiques. Donc, les régions cérébrales qui sont impliquées dans l'empathie vont être modifiées par la pratique de la pleine conscience et de l'entraînement à la compassion. Et chez les enfants, d'ailleurs, c'est associé à une réduction du taxage à l'école. Donc, plus on va pratiquer la pleine conscience, et chez les enfants, vous allez voir tout à l'heure, on inclut beaucoup l'entraînement à la compassion pour autrui.
non seulement ça va influencer le développement du cerveau, mais vraiment dans la cour d'école, on observe quand on cote les comportements des enfants, il y a moins de taxage, moins d'intimidation. Moi, je trouve ça important de le mentionner. C'est un support, je pense, un argument pour introduire ces pratiques dans nos milieux scolaires, j'espère. Au plan physique, je vais passer rapidement, j'ai déjà un petit peu mentionné. Peut-être que je peux mentionner l'étude qu'on vient de publier. Système immunitaire aussi, cardiovasculaire, immunitaire. Et on a une étude en cours qu'on appelle Mindful PC avec les groupes de médecine familiale dont je viens vous parler. Quand on divise les groupes, donc les patients qui ont des maladies chroniques, diabète, anxiété, dépression, que ce soit physique ou psychologique, ils les réfèrent à notre centre de recherche, le Center for Mindfulness and Compassion, et si ça vous intéresse, je donnerai les liens web. Et donc, ils font un programme de 8 à 12 semaines avec nous. Et ce qu'on observe, nous, dans cette étude-là, avec le NIH, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le cerveau et les variables psychologiques, c'est les habitudes de vie. On veut voir, est-ce que ça se maintient? Parce que le diabète, les maladies chroniques, c'est tellement relié aux habitudes de vie, sommeil, activité physique, prendre la médication, aller voir le médecin, qu'on veut voir si ça va aller jusque-là. Puis la réponse, c'est oui. C'est que si vous êtes dans le groupe de patients qui a fait l'intervention mindfulness, vous avez 2,9, je crois, fois plus de chances d'être dans une trajectoire positive de santé. Ce qui veut dire que vous allez aller voir votre médecin plus, vous allez vous faire un plan d'activation, vous inscrire au gym, prendre la médication, prendre des stratégies, aller voir le psychologue, peu importe, vos habitudes, l'alimentation, vos habitudes de vie vont vraiment changer. Si on arrive à faire ça chez les enfants, ça c'est chez les adultes qu'on le fait, mais moi, mon souhait le plus profond, c'est d'arriver à faire ça avec les enfants. Changer une trajectoire de santé à 40 ans, c'est super. Mais à 8 ans, je trouve que c'est exponentiel et ça ne fait pas de miracle, là, mais je pense que ça vaut la peine de considérer ces approches-là et de voir comment on peut supporter nos jeunes à adopter des bonnes habitudes de vie. Aussi, un effet qui est observé dans la recherche, c'est sur les relations interpersonnelles et le bien-être. J'insiste sur les relations interpersonnelles parce que je trouve que c'est un défi pour nos enfants et pour tout le monde en général. Mais plus on va pratiquer la pleine conscience et la compassion, meilleures vont être les relations interpersonnelles. Ça, c'est vraiment démontré dans la littérature. Mais tranquillement, on définit un petit peu ce que ça veut dire et c'est le sentiment de connexion sociale. De sentiment on dit belonging en anglais, d'appartenir à un groupe. S'il y a quelque chose d'important chez nos ados, c'est bien ce sentiment d'appartenir à un groupe. Donc, de pratiquer la compassion, de se connecter aux émotions des autres avec le temps, ça développe ce sentiment de ne pas être seul, d'être connecté à un tout plus grand, d'être connecté aux gens qui m'entourent. Et ça, c'est un facteur de protection pour la santé mentale et physique. La solitude a des impacts délétères sur la santé. Le sentiment d'être seul, d'être isolé, c'est très nocif pour la santé mentale et pour la santé physique aussi. Il y a toute une littérature là-dessus. Donc, on ne veut pas que nos enfants se sentent isolés, on veut créer ce sentiment d'appartenance. Et par la pratique de la compassion, on peut avoir une idée ici. Une solution, j'ose pas dire solution, mais une contribution. Donc, je vais peut-être vous parler brièvement de quelques travaux qu'on a fait au Mandalab. On m'a demandé de vous présenter un petit peu plus précisément nos travaux de recherche. Puis ça va m'amener par la suite à voir avec vous comment on peut transposer ces données à l'école. Donc, au Mandalab, ou mes travaux de recherche en général, le but de nos travaux, c'est de comprendre les relations entre la cognition,
les habiletés de pleine conscience et de compassion et le bien-être de l'enfant. Donc, comment ça s'influence et donc ensuite, comment on va pouvoir développer des interventions qui sont supportées par la recherche. C'est un point important. Il y a beaucoup parce qu'on en parle beaucoup de la pleine conscience, donc il y a beaucoup de programmes qui sont développés, qui sont offerts avec plusieurs personnes dans différents domaines, mais ils ne sont pas nécessairement tous supportés par la recherche. Fait qu'avant de choisir certains programmes, juste vous assurer que ça adresse bien l'objectif que vous avez. Si vous voulez aborder ce sentiment de connexion sociale, il faut vous assurer qu'il y a l'entraînement à la compassion dans ce programme-là. Donc, pas n'importe quel programme de pleine conscience, ils ne sont pas tous pareils, c'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire qu'il y a des bons et des mauvais, je veux dire que le programme que vous voulez implanter dans votre école ou dans votre vie personnelle, est-ce qu'il répond bien à vos objectifs? Est-ce qu'il a été démontré efficace à ce que vous voulez faire? Et donc, il n'y a pas beaucoup de recherches chez les enfants actuellement, c'est très nouveau, et encore moins en milieu scolaire. Donc, nous, c'est notre objectif de développer des programmes de pleine conscience et de compassion dans le milieu scolaire. Actuellement, on travaille au niveau primaire. On a développé un programme qui s'appelle PEACE. Par la suite, je sais qu'il y en a un autre qui est apparu, un autre PEACE qui venait de l'Europe, je pense, avec un point entre chaque lettre. Mais ici, c'est programme de l'entraînement de l'attention et de la compassion chez l'enfant. On est en train d'écrire le manuel, mais je voulais attendre avant de publier le manuel et le programme, d'avoir plus de données de recherche pour vraiment savoir les ingrédients thérapeutiques du programme. En collaboration avec Lou-Pierre Tessier, qui est un enseignant du programme MBSR de John Kabat-Zinn directement. Parce que notre programme PEACE est une adaptation du programme MBSR de John Kabat-Zinn, mais on a intégré des principes de remédiation cognitive. Donc, pour moi, comme on voyait dans la littérature que ça améliorait l'attention, les fonctions exécutives, et que moi, mon travail de clinicienne était de travailler avec les enfants TDAH sur les troubles cognitifs. Donc, j'ai voulu utiliser les programmes de pleine conscience comme un moyen de remédier les impacts, les déficits cognitifs. Donc, on a intégré dans PEACE des principes de remédiation cognitive qui sont connus en neuropsychologie. Pour les 8 à 11 ans, groupe une fois par semaine, 1h30 de pratique quotidienne, où on fait de la méditation assise, marché, yoga, psychoéducation. C'est comme ça qu'on a commencé PEACE et on l'a administré avec des enfants qui ont un TDAH pour commencer. Il n'y avait aucune étude quand on a commencé avec ces enfants TDAH. Je me demandais pourquoi. Les effets étaient clairs pour l'attention, les fonctions exécutives et maintenant je sais pourquoi. Ça a été tout un défi. Mais une fois qu'on a adapté, et là maintenant on a une structure, ça prend des conditions, mais ça fonctionne et ça va vraiment bien avec eux, mais c'était difficile parce que certains n'étaient pas médicamentés, un petit local, 8 enfants, et là ça faisait des roues et des pirouettes, et donc de sortir de mon habit de psychologue qui aurait voulu cadrer l'enfant, puis dire, là, tu vas t'asseoir, puis après ça, tu as une récompense. Puis et de rester dans mon habit de professeur de pleine conscience où c'est pas qu'il n'y a pas de règles, mais respecte les autres et comment tu te sens, là, de revenir à l'expérience que l'enfant a actuellement dans le moment présent et non pas nécessairement toujours lui ramener qu'il n'est pas correct. Donc, ça a été une bonne adaptation. Puis, on veut intégrer ça aussi dans notre training de professeur de PEACE, mais c'est tout à fait possible et on a eu vraiment des beaux résultats. J'ai pas le temps aujourd'hui de toutes les présenter, mais ceux que ça intéresse, vous m'écrivez ou on peut en parler après ou aller voir les références. On a eu, ce que moi je trouve intéressant, une amélioration du fonctionnement quotidien. Donc, c'est une mesure rapportée par les professeurs, par les enseignants, par les parents. L'autonomie quotidienne, le fonctionnement quotidien au plan social, au plan scolaire était amélioré après 8 semaines chez des enfants TDAH. Et on a une réduction du mind wandering assez importante, un petit peu plus que 20% après 8 semaines.
Donc, c'est en préparation. On a une thèse qui a été publiée là-dessus, mais je suis en train d'écrire l'article. Donc, le mind wandering chez l'enfant TDAH, vous comprenez que le vagabondage de l'esprit, c'est quelque chose qui est très présent chez ces enfants-là. Et apparemment que la pratique de la pleine conscience et de la compassion peuvent aider. On n'a pas eu, étonnamment ou pas, pas de réduction franche des symptômes de TDAH, donc d'hyperactivité, d'inattention, d'impulsivité, qui sont les symptômes centraux du TDAH, mais plus sur les symptômes satellites, le fonctionnement quotidien et la cognition qui ont été améliorés. On a ensuite adapté notre programme Peace pour un programme qui s'appelle Peace School. Donc, on voulait développer un programme et l'implanter en milieu scolaire, au niveau primaire, puisque, dans le fond, tous les enfants peuvent bénéficier de la pratique. Et les enfants qui ont un TDAH, ils sont aussi à l'école. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire bénéficier un plus grand nombre d'enfants. Un programme francophone nous semblait pertinent et intéressant parce que vous allez voir, à la fin, vous allez me demander, oui, mais qu'est-ce que je peux faire dans mon école? Et la majorité des références sont en anglais. Donc, on trouvait important de pouvoir en avoir un francophone et supporté par la recherche aussi. Donc, à quoi ressemble notre programme Peace School qu'on a étudié à Sainte-Foy dans 3 écoles primaires jusqu'à maintenant? On est rendu à la phase d'implanter dans plusieurs écoles simultanées. 3e, 4e année, 8 semaines. Et on a augmenté le dosage. Donc, au lieu d'avoir un groupe par semaine, on a travaillé avec les enseignants. Donc, c'est l'enseignant qui a enseigné la pratique dans sa classe. Okay? Donc, et nous, avec j'avais un professeur de yoga spécialisé, puis c'est un professeur de pleine conscience aussi. Une fois par semaine, le lundi matin, on faisait la séance avec eux, puis on a renseigné la séance de la semaine avec un manuel et tout. Eux continuaient les 4 autres jours de la semaine. Okay? On leur demandait de faire 30 minutes par jour. C'était prévu à 8 heures le matin en arrivant. Et on avait 2 classes qui faisaient la méditation. 2 classes qui faisaient le yoga. On a voulu étudier les effets séparément. Et l'entraînement, la compassion, tout le monde la faisait, puisque tout était pareil sur les 8 semaines, sauf la pratique centrale qui était méditation ou yoga. Et on avait un groupe contrôle, donc qui ne faisait pas de pleine conscience. On a évalué tous les enfants au début, à la semaine 0 et à la semaine 9, après 8 semaines. Ça a pris plusieurs étudiants et assistants pour passer toutes nos batteries de tests c'est plus qu'une centaine d'enfants. Donc, ça, c'est une de nos classes. Donc, en permanence, les coussins sont là dans la classe de méditation, derrière la classe. J'avoue, c'était une grande classe ici. Je pense que la caméra a aidé un petit peu, là, mais l'impact que ça a eu, c'est que les enfants, ils se sont mis à y aller après une semaine ou 2 tout seuls. Donc, le fait d'avoir le matériel à proximité, accessible, ça stimulait la pratique. Des fois, ils ont même demandé de faire certaines leçons ou activités à l'enseignant de la faire là. En méditant, des fois, les enfants ont intégré tellement vite la pratique de pleine conscience dans leur quotidien. J'ai un exemple en tête. Pour la compassion, un jour, on était à la semaine 3, je pense, ou 4 du programme. Il y a eu un petit problème dans la cour, une chicane d'entre amis dans la cour d'école, puis il y a une petite fille qui a proposé à ses amis, ben là, on va faire un cercle de compassion, là, on va se mettre ensemble, puis là, on va essayer d'avoir moins de conflits, puis de se sentir mieux ensemble. Puis spontanément, ils ont fait ce qu'on appelait, nous, en classe, le cercle de compassion. Donc, la personne qui se sent pas bien, elle peut partager ce qui va pas, puis elle a le petit toutou habituellement avec elle. Puis, les autres, ils écoutent. Il faut qu'ils écoutent. Ils reçoivent ça, puis s'ils souhaitent que l'ami se porte mieux. Puis ensuite, ils peuvent l'aider s'ils le souhaitent. Mais spontanément, les enfants intègrent ces stratégies-là. Ou demandent au professeur en rentrant de la récréation, est-ce qu'on peut faire un cercle de compassion? Parce que là, c'était difficile, l'examen, ou on ne se sent pas bien.
Donc, c'est vraiment, je pense bien, s'ils ont accès au matériel ou qui sentent l'ouverture de pouvoir le pratiquer. On a eu 135 enfants. Je vais essayer de passer rapidement les détails. Mes 3e, 4e années, vous voyez, on a un groupe de méditation, un groupe de yoga, un groupe contrôle, garçons, filles. Un exemple d'une des tâches qu'on fait pour la cognition, c'est une tâche qui va évaluer ceux qui sont, je pense qu'il y a des psychologues et des neuropsychologues aujourd'hui, des tâches cognitives, des tâches d'attention soutenues et exécutives. Donc, en gros, vous voyez les petits carrés bleus, c'est l'écran d'ordinateur. Donc, l'enfant va voir un point et ensuite, il va voir un astérix qui va apparaître en haut ou en bas du point. Et là, ensuite, va apparaître une petite série de poissons. OK? Donc, les poissons, ils peuvent être tous du même sens, ce qu'on va appeler congruent ou incongruent. Mais notre ami le poisson, lui, est dans le milieu. C'est lui. OK? Donc, des fois, il nage du même côté que ses amis, puis des fois, il n'est pas du même côté que ses amis. Ça, c'est incongruent. Neutre, il est tout seul. OK? L'idée ici, rapidement, c'est que le neutre va demander de focusser notre attention, mais les congruents et incongruents vont demander plus un niveau attentionnel plus élevé. Et quand on demande à l'enfant, en fait, sa tâche, c'est de nourrir le poisson, son ami qui est dans le milieu. Donc, si le poisson nage par là, il va appuyer sur la clé d'ordinateur de ce côté-là. Si le poisson nage vers là, il va appuyer ici. Bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit quand on est en incongruent. Ça va prendre plus de temps pour appuyer à droite parce que le fait de voir les petits poissons qui nagent à gauche, ça peut créer une erreur ou ralentir. Ça ici, ça va demander plus d'attention exécutive, donc l'implication du cortex frontal ou l'inhibition ici dans ces conditions-là. Donc, on peut évaluer l'alerte, l'attention un petit peu plus... l'orientation d'attention, puis aussi les fonctions, l'attention exécutive ici, dans ce test-là. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Le déplacement du focus attentionnel. Donc, si je vous présente un indice, le petit astérix en bas, par exemple, de la croix, et que les petits poissons apparaissent en haut, je vous ai un petit peu induit en erreur, puis vous allez devoir déplacer votre attention jusqu'en haut. Puis moi, je calcule la vitesse, le milliseconde que vous prenez pour répondre à la tâche. Donc, le déplacement de ce focus attentionnel et le contrôle de l'interférence avec l'incongruent est significativement amélioré par la pratique du yoga seulement. Et on a une amélioration spécifique de la flexibilité par la méditation dans une autre tâche. Flexibilité, c'est quand on fait une action et qu'on doit l'arrêter et faire autre chose. Donc, si je suis en train de faire un exercice de mathématiques et j'ai une procédure que je suis en train d'appliquer, puis que là, j'ai une erreur, si je reprends mon problème, ben il faudrait que je change de stratégie. Je dois être flexible pour ne pas recommencer la même chose. Si j'ai un problème de flexibilité, ben je vais recommencer la même procédure. Donc, la méditation, dans nos tests, a amélioré les capacités de flexibilité seulement. C'est soumis, ce n'est pas encore publié, mais la thèse de mon étudiant est en ligne pour ceux que ça intéresse. Donc, notre but est d'avoir éventuellement une prescription individuelle de pratique de pleine conscience en fonction des déficits cognitifs observés chez les enfants. Donc ici, c'est la première fois qu'on voit des effets différents, qu'on fasse du yoga ou de la méditation. Donc ça va être important dans les programmes de pleine conscience qui s'intéressent aux effets cognitifs de vraiment voir les activités qu'on fait. La raison pour laquelle on pense que le yoga a eu cet effet-là, je vais peut-être vous dire le prochain résultat. Non, je l'ai pas marqué. Le mind wandering, donc le vagabondage de l'esprit, est beaucoup plus réduit avec le yoga aussi par rapport à la méditation. Et l'hypothèse qu'on a, mais qui doit tout à fait être testée encore, c'est que quand l'enfant fait une méditation, on ne voit pas ce qu'il fait dans sa tête, donc on ne peut pas le recadrer. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous êtes distrait, revenez à votre respiration, mais peut-être que vous ne l'étiez pas à ce moment-là. Peut-être même que je vous ai dérangé parce que vous étiez concentré. Alors, quand l'enfant fait du yoga, puis qu'il n'est pas du tout dans sa posture, puis qu'il est déconcentré, qu'il parle à son ami, ben notre instructeur de yoga va vers l'enfant, puis il le ramène tranquillement.
Donc, peut-être que le vagabondage de l'esprit a été plus entraîné dans notre groupe de yoga. C'est ce qu'on pense actuellement, c'est notre hypothèse, donc on veut aller investiguer cette hypothèse-là. C'est peut-être pour ça qu'il y aurait moins de mind wandering après le yoga. Et si le mind wandering est une cible dans les écoles, je pense que le yoga s'implante relativement facilement, plus facilement à l'école peut-être que la méditation. Chez nos plus jeunes, maternelle, moi, un autre projet, je le commence plus par le yoga, puis je vais intégrer la méditation plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous, ce qu'on étudie dans nos travaux, puis ce qu'on pense, c'est que de pratiquer l'habileté de pleine conscience va nous permettre d'être compatissant. Si je ne suis pas attentif au moment présent, je ne le verrai pas, tes traits de figure, je ne verrai pas tes larmes, je ne verrai pas comment tu te sens. Et donc, la pleine conscience va supporter le développement des habiletés de compassion. Et on pense que plus on va pratiquer la pleine conscience et la compassion, plus on va développer les réseaux attentionnels et la cognition, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et plus on aura d'attention et un fonctionnement cognitif optimal, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessairement pour les troubles cognitifs. À l'école, vous vous rappelez, c'était des enfants là, avec ou sans troubles cognitifs. Donc, c'est un entraînement cognitif ou une remédiation cognitive quand on parle de patients. Mais chez tout le monde, on voit cette augmentation-là, mais l'augmentation, elle est plus grande quand on a des patients en clinique. Donc, plus la cognition va être renforcée, plus la régulation émotionnelle va être possible. Et on pense que la régulation émotionnelle, c'est un facteur, c'est un mécanisme d'action super important ici. C'est qu'il y a des émotions, mais comment on va les réguler? On a besoin de pleine conscience de cet espace de décision. Et donc, la régulation émotionnelle, je vais en reparler dans la slide d'après, est un mécanisme pour nous qui est important et va ensuite influencer les comportements. Donc, si je ne me régule pas, je vais ramasser mon cellulaire, je vais regarder dessus, ou je peux décider d'avoir un autre comportement, mais je dois la réguler, cette émotion-là. J'ai une autre slide ici. Donc, à quoi ça sert la pleine conscience? Ça sert à modifier les situations stressantes vont demeurer là, OK? Ça ne va pas éviter les catastrophes d'arriver. Mais comment je vais les percevoir, ça va être différent. Et comment je vais gérer mes émotions négatives? Comment je vais réguler mes émotions? Et il y a des mécanismes d'action qu'on étudie actuellement. Je pense qu'au Québec, c'est pas très fréquent encore. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ça encore. Mais c'est des changements physiologiques associés au nerf vague. Votre nerf vague, c'est le nerf qui est responsable des organes qui sont involontaires, dans le fond, comme les intestins, le cœur, le cerveau. Donc, il y a vraiment des impacts de la méditation et du yoga sur l'activation du nerf vague qui sont démontrés dans la littérature. Et c'est un mécanisme d'action. Donc, par le yoga, par la respiration, on va influencer l'activation du nerf vague qui va finalement connecter les poumons et le cerveau, l'oxygénation, tout ça. Et on peut avoir des effets... c'est un chemin, en fait, pour expliquer l'efficacité de cette pratique-là, qui est très utilisée aux États-Unis actuellement dans le trauma. Donc, les gens qui ont des traumas, abus sexuels, PTSD, avec les vétérans, on utilise beaucoup cette approche-là par le nerf vague. En contrôlant la respiration, on peut activer ou non le nerf vague. Mais c'est un autre sujet. Et donc, le mécanisme d'action, comme je l'ai abordé ici, nous, ce qu'on propose, c'est que la pleine conscience va agir par la remédiation cognitive. En améliorant les fonctions cognitives, on va améliorer la régulation émotionnelle, on va améliorer les variables psychologiques, les habitudes de vie. Ce que je veux souligner ici par rapport au milieu scolaire plus précisément, c'est le lien avec... on sait que les fonctions exécutives, donc les fonctions qui sont gérées par le cortex préfrontal, entre autres, là, la planification, l'organisation, l'inhibition,
sont à un très jeune âge corrélés à la performance académique. Plus on a un bon fonctionnement exécutif, plus on va avoir, je pense pas que c'est la bonne traduction, j'aime pas ça, performance académique, mais les résultats scolaires vont être meilleurs. Donc, fonction exécutive et résultats scolaires sont corrélés. Et fonction exécutive et habileté sociale. Donc, plus l'enfant de 4-5 ans a des fonctions exécutives développées, meilleures sont ses habiletés sociales. OK? Et donc, aussi, plus... oui, ça fait 1 heure? OK, merci. Plus l'apprentissage aussi. Donc, plus on a... les fonctions exécutives, meilleur va être l'apprentissage, mais aussi la relation entre les habiletés de pleine conscience et les apprentissages a été démontrée. Okay? Donc, je ne sais pas si vous avez observé tout à l'heure, mais après avoir médité quelques minutes, après avoir focusé votre attention sur le moment présent, si vous pouviez déjà sentir que vous étiez plus disposé à écouter et à apprendre, c'est ce qu'on observe quand on fait des études là-dessus. Donc, on va appeler mindful learning, donc un meilleur apprentissage. On est plus présent pour apprendre. Moi, quand j'enseigne maintenant, je commence toujours mes cours avec 5-10 minutes de méditation, peu importe ce que j'enseigne. Mes réunions avec tous les profs en psycho, je les commence comme ça. Donc, ça dispose vraiment l'esprit à revenir dans le moment présent. La compassion est importante pour ne pas juger l'idée du collègue aussi. Ça nous met dans une situation on est plus disposé à apprendre et à être efficace cognitivement. Donc, on va parler de mindful education. Donc, comment on peut favoriser l'apprentissage, supporter l'apprentissage en implantant ou en instaurant une pratique de pleine conscience et de compassion. Je pense que j'ai parlé beaucoup de l'effet cognitif, l'effet cérébral, l'effet sur la santé physique, mais ce que je vais amener ici en dernier point, c'est en plus, on pense que dans les mécanismes d'action, il y a un impact direct sur les résultats académiques et sur les habiletés sociales. Résultats académiques, on ne fait pas ça pour améliorer le bulletin, mais c'est parce que ça serait un bon indicateur du bien-être de l'enfant. C'est la raison pour laquelle nous, on va étudier la performance académique. C'est pas pour ça peut optimiser la cognition et l'apprentissage, mais c'est aussi un des meilleurs indicateurs qu'on a pour estimer le bien-être général de l'enfant. Parce que c'est sûr qu'on voit tout de suite sur les notes académiques quand un enfant va moins bien. Puis les habiletés sociales, on en a parlé tout à l'heure, l'intimidation à l'école, tout ça, donc on pense que c'est important. Donc, pourquoi, finalement, tout ça pour amener l'idée d'une éducation consciente ou de mindful education, c'est ce qu'on propose comme projet, comme terme. Est-ce qu'on peut, ensemble, penser à intégrer l'entraînement à ces habiletés de pleine conscience et de compassion dans nos écoles? Pourquoi faire ça? Pour aider la cognition, pour supporter le développement attentionnel exécutif de nos enfants. Si on commence jeune, il y a un effet d'entraînement qui est très visible. Maternelle, première année, deuxième année. Si on booste un peu les fonctions exécutives attentionnelles, on peut changer la trajectoire de nos enfants, faciliter leur apprentissage, leur vie sociale, leur bien-être personnel. On parlait de régulation émotionnelle. Je pense que c'est un obstacle qu'on a beaucoup dans nos classes aussi. Une difficulté à gérer notre anxiété, les émotions, la colère. Les enfants ne sont pas nécessairement toujours, les adultes aussi, outillés pour savoir comment réguler. On peut les reconnaître, nos émotions, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la pleine conscience est un outil. Pourquoi? Parce que ça instaure un espace entre le stimulus puis la réponse. En général, on va réagir
à un événement. Donc, mon ami est fâché après moi, il me donne un coup de poing, bang, je donne un coup de poing. Donc, c'est une réaction, je n'ai pas choisi ce comportement-là. Si je suis plus pleinement conscient, j'ai un espace entre ce que fait mon ami, et donc, je n'ai pas une réaction, j'ai une réponse. Je peux plus décider ce que je vais faire. Puis cette petite seconde-là, elle peut changer beaucoup de choses dans une vie. Je peux décider de respirer, de ne pas donner le coup de poing, de penser à la compassion. « Oh, c'est vrai, sa maman est malade, il est triste aujourd'hui. » Des fois, ça prend plus qu'une seconde, mais cet espace-là qu'on veut étirer entre le stimulus et la réponse pour pouvoir contrôler nos réponses et ne pas juste réagir à notre vie. C'est la même chose pour nous, mais c'est ce qu'on observe chez les enfants. Donc, dans cet espace-là, comment on va utiliser la régulation émotionnelle, la compassion, comment je vais revenir dans mon corps pour sentir mes émotions, pourquoi je me sens comme ça. Donc, ça va m'aider à avoir une meilleure qualité dans mes relations sociales, dans mes relations interpersonnelles. En termes de gestion de classe, je pense que ça peut aider aussi quand les relations interpersonnelles se portent mieux. Et si cette pratique supporte, comme je disais, les fonctions exécutives qui, elles, supportent les apprentissages, moi, je vois là des ingrédients assez positifs pour les enfants dans un milieu scolaire. Je n'ai pas parlé des enseignants jusqu'à maintenant, mais pour moi, c'est le point de départ. Donc, quand on va parler de comment on peut faire ça, comment on peut instaurer une pratique de pleine conscience. La recherche a démontré quelque chose d'important, c'est l'effet du thérapeute. Si on enseigne la pleine conscience et qu'on ne pratique pas soi-même, je ne dis pas que ça ne va pas être efficace, mais ça l'est beaucoup plus quand on est soi-même habitué à pratiquer ces habiletés-là, puis qu'on les reflète un petit peu dans notre enseignement aux enfants. Donc, ça va être la même chose pour l'enseignant. Notre recommandation, ce n'est pas une obligation pour faire PIS, on le fait avec des enseignants qui n'avaient pas de pratique avant, c'était volontaire. Mais si on veut soi-même aider comme enseignant nos enfants, je pense qu'on doit commencer par nous, c'est ce que nous on pense, c'est ce qu'on recommande. Donc, d'instaurer soi-même une pratique de pleine conscience comme enseignant. Et tranquillement, par différents moyens, vous pouvez prendre des programmes déjà existants ou essayer de faire méditer les enfants. Je peux vous aider à ce niveau-là après, mais le faire soi-même est vraiment ce qu'on va recommander, ce que la recherche recommande. Parce que c'est pas tant ce qu'on va dire, c'est comment on va être avec l'enfant qui va importer aussi, qui va être important pour transmettre ces habiletés-là. Mais comme je l'ai dit au début, je pense que c'est aussi une façon de supporter l'enseignant dans cette tâche qui est exigeante d'enseigner aujourd'hui et d'avoir soi-même un coffre à outils pour être moins anxieux, être moins fatigué, être moins déprimé, de moins ruminer. Tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, je pense que tout le monde peut en bénéficier. Donc, je vous dis, amener quelques références. PIS va être disponible, j'espère, bientôt, mais ceux que ça intéresse, vous pouvez peut-être m'écrire. Je vais laisser mon adresse à la fin. Non, je vais la laisser tout de suite. nrouleau, sans espace, @commercial, CHA pour Cambridge Health Alliance, .harvard.edu, EDU. Donc, nrouleau, ROULEAU, @commercial, CHA.harvard.edu. Donc, si vous voulez plus d'informations sur PIS ou voir quand est-ce qu'il va être publié, je pourrais vous envoyer. Mais en attendant, il y a un programme, on a révisé tous les programmes. MindUp, moi, je l'aime bien. C'est un programme qui a été publié. Vous pouvez acheter les livres pour vraiment pas cher en ligne. Il y a un programme maternel, primaire, secondaire, de 3-14 ans. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur MindUp, mais la recherche qu'il y a est assez encourageante. Ça va réduire beaucoup l'agressivité. C'est plus les aspects comportementaux qui ont été étudiés ici. C'est ce que je recommanderais en attendant. Et pour vous, quelques petits livres en français qui peuvent aider à démarrer une pratique de pleine conscience. Je vais vous envoyer les diapos ensuite. Et pour
Les enfants et les familles, j'ai mis quelques références aussi. Le Petit Bambou, les gens l'aiment bien. Headspace, je dois dire que je suis impliquée avec eux, je fais de la recherche avec eux, mais quand je lis la littérature, c'est une application qui est très bien faite, qui est très efficace. Il y a beaucoup de chercheurs qui étudient l'impact de Headspace. Nous, on l'étudie avec des adolescents à risque de dépression pendant le COVID qui ruminent et on fait des études d'imagerie pour voir l'impact de cognition avec Headspace, avec l'équipe de Headspace, justement, qui nous ont donné accès à l'application. Et donc, nos adolescents ont l'application. Ils vont l'utiliser pendant 6 semaines. Et on est en train de regarder les effets. Mais Headspace est une application qui peut être bien aimée par les adolescents, entre autres. Et des livres qui ont été traduits en français, qui sont bien appréciés aussi par les enseignants et par les parents. Donc, je terminerai ici. Remercier mes collaborateurs, donc tous mes anciens étudiants du Mandalab et mes présents étudiants, les collaborateurs dans les écoles, à l'Université Laval aussi, avec Tamara Pierce. Puis du côté de Harvard, je travaille avec les gens qui sont mentionnés ici. Donc, c'est un travail d'équipe, évidemment. Il faut être nombreux pour faire ça. Puis le travail qu'on a fait dans les écoles ici était magistral. C'était un gros travail et on était très, très heureux de voir la collaboration des écoles et de voir que les gens étaient vraiment contents de participer. Je pense que ça répond à un besoin aussi dans nos écoles. Donc voilà, je m'arrête là et si on a des questions, je peux répondre à vos questions.